Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Et on va parler ce matin du budget de la sécurité sociale avec une audition au Sénat du premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud. En 2020, le gouvernement avait prévu de reboucher totalement le trou de la sécurité sociale, mais c'était sans compter sur le mouvement des Gilets jaunes. Les baisses de cotisations sociales décidées en faveur du pouvoir d'achat à la suite de ce mouvement vont creuser le déficit de la Sécu, qui atteindra finalement en 2020 5,5 milliards d'euros, d'où la mauvaise note donnée par la Cour des comptes au gouvernement. Je vous laisse écouter Didier Migaud. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je suis heureux de vous présenter l'édition 2019 de notre rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Et comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce rapport est établi comme chaque année dans le cadre de la mission d'assistance de la Cour au Parlement et au gouvernement. Et il accompagne le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera donc déposé, je pense, dès cet après-midi sur le bureau de votre Assemblée. Je suis accompagné des magistrats que vous avez cités. La sécurité sociale est une institution clé sur laquelle repose la solidarité et la cohésion nationale. Elle mobilise à ce titre des montants financiers très importants, très élevés. Ainsi, en 2018, les régimes de sécurité sociale ont versé près de 480 milliards d'euros de prestations, soit environ 21% de notre richesse nationale. Quand on prend également en compte les retraites complémentaires, l'assurance chômage, les aides au logement ainsi que les prestations de solidarité financées par l'État et les départements, les prestations sociales représentent 28% de notre produit intérieur brut et la moitié de nos dépenses publiques. Le niveau de protection sociale dont bénéficient nos concitoyens est en moyenne très élevé par rapport à celui de la plupart des pays européens. En 2018, l'assurance maladie a par exemple pris en charge plus de 78% des dépenses de santé des Français, ce qui place notre pays dans la fourchette haute du financement public des dépenses de santé au sein de l'Union européenne. Autre exemple, grâce à notre système de retraite, le taux de pauvreté des retraités dans notre pays est de 8%, contre 14% pour la population française prise dans son ensemble. Or, toutefois, vous le savez, vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, la sécurité sociale connaît depuis de trop nombreuses années une situation financière fragilisée et les performances de notre système de protection sociale ne sont pas toujours à la hauteur des efforts consentis pour le financer. Les travaux que nous publions nous conduisent année après année à analyser la trajectoire financière des comptes sociaux. Ils visent aussi à formuler des recommandations, à esquisser des pistes de réforme pour parvenir à un équilibre financier durable et à une efficacité renforcée dans l'emploi des ressources de la sécurité sociale. Et c'est à cet exercice que nous nous sommes livrés cette année encore, dans un contexte qui diffère sensiblement de celui dans lequel nous nous trouvions l'année dernière. Or, le rapport que nous vous présentons présente trois constats. Le premier, c'est qu'alors qu'elle s'approchait de l'équilibre financier l'année dernière, la sécurité sociale s'en éloigne désormais brutalement, ce qui constitue une rupture avec la trajectoire de redressement poursuivie depuis 2011. Le deuxième constat, et pour que la sécurité sociale soit durablement à l'équilibre, il convient de ramener l'évolution de ses dépenses à un niveau compatible avec celle de ses recettes, ce qui suppose notamment de maîtriser plus efficacement ses postes de dépenses les plus dynamiques. Enfin, troisième et dernier constat, pour maîtriser l'évolution des dépenses, mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, il est possible de mobiliser plus activement l'ensemble des marges d'efficience de notre système de protection sociale. Or, au travers de ces trois constats, la Cour exprime un message simple, mais je crois important, alors que le retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale s'éloigne, au moins provisoirement, il existe des réserves d'économie, d'efficience pour atteindre un équilibre durable, tout en améliorant l'efficacité, l'équité de notre système de protection sociale. Alors je vais
détailler ces quelques constats devant vous et je commencerai par l'appréciation que porte la Cour sur la situation financière de la sécurité sociale en procédant d'abord à un bref rappel historique. Depuis les années 1990, la sécurité sociale a toujours été en déficit, à l'exception d'une brève rémission au début des années 2000. Avant la récession de 2009, son déficit atteignait près de 9 milliards. En 2010, au plus fort de la crise, il a atteint un niveau inédit de près de 30 milliards d'euros. Vous le voyez à l'écran, ce déficit a ensuite été réduit de manière continue jusqu'à parvenir pratiquement à l'équilibre en 2018. L'année dernière, en effet, le déficit de l'ensemble des régimes de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse a été ramené à 1,4 milliard d'euros, dont 1,2 milliard pour le régime général et le FSV, qui sont les principales composantes de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui a été adoptée fin 2018, prévoyait pour cette année 2019 le retour de la sécurité sociale à l'équilibre financier pour la première fois depuis 2001. Puis, vous le voyez à l'écran, la sécurité sociale devait dégager les années suivantes des excédents croissants permettant d'atteindre simultanément trois objectifs. D'abord, un équilibre financier durable. Ensuite, l'amortissement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, d'ici 2024, de la partie de la dette sociale qui reste aujourd'hui financée par des emprunts de trésorerie de court terme émis par l'ACOS. Et dans cet objectif, des recettes de CSG devaient être transférées à la CADES. Et enfin, troisième objectif, le rééquilibrage des relations financières de la sécurité sociale avec l'État par la réaffectation des recettes de TVA à ce dernier. En quelques mois, la donne a radicalement changé, rendant désormais caduc ce scénario très favorable, et ce alors même que la conjoncture économique de notre pays ne s'est pas fondamentalement dégradée depuis l'année dernière. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, présenté il y a quelques jours par le gouvernement, et ce sera confirmé aujourd'hui, prévoit en effet un déficit de 5,4 milliards d'euros pour le régime général et le FSV en 2019, soit un écart de 5 milliards et demi par rapport à la prévision de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. En 2020, d'après ce texte, ce déficit ne se réduirait que légèrement à 5,1 milliards d'euros. Or, surtout, le retour à l'équilibre de la sécurité sociale est désormais reporté au mieux à 2023, c'est-à-dire après la présente législature, et une grande partie de l'effort interviendrait d'ailleurs après 2022. Alors, nous avons matérialisé sur le graphique qui vous est projeté ce décalage entre le solde prévisionnel résultant de la loi de financement de la sécurité sociale 2019, représenté en pointillé bleu, et celui résultant du PLFSS 2020 en pointillé rouge. En conséquence, les trois objectifs que j'ai mentionnés il y a quelques instants ne seront pas atteints. Ainsi, faute de retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale et compte tenu de cette nouvelle trajectoire, la dette sociale diminuera moins vite que prévu. La rétrocession de TVA à l'État et le transfert de CSG à la CADES n'auront pas lieu non plus. Et du fait de l'accumulation des déficits, la dette sociale maintenue à l'ACOS pourrait atteindre près de 30 milliards fin 2019 et près de 46 milliards fin 2022 sans solution d'amortissement. La trajectoire d'évolution de la dette sociale jusqu'en 2023, compte tenu de ce scénario, figure en noir à l'écran, et un nouvel échéancier de remboursement et d'extinction de la dette maintenue à la cause doit donc être défini. Alors, à quoi tient cet écart aussi massif de 5 milliards et demi par rapport à la prévision de 2019? Il tient à deux facteurs qui sont de poids équivalents. Pour moitié, le dérapage de la trajectoire de retour à l'équilibre de la sécurité sociale traduit les mesures d'urgence économique et sociale adoptées fin 2018 à la suite du mouvement dit des Gilets jaunes. Pour 2019, leur impact sur les comptes sociaux est évalué à 2,7 milliards et ce montant comprend l'effet de rétablissement du taux de CSG de 6,6% pour une partie des retraités
et l'avancement au 1er janvier 2019 de l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires prévues à l'origine au 1er septembre. Et le gouvernement a choisi de financer ces mesures par la dette, et les dispositions de la loi de financement pour 2019 et du projet de loi de financement pour 2020 écartent leur compensation par l'État. D'autres facteurs sans lien avec ces mesures d'urgence pèseront aussi sur le déficit 2019 à hauteur de 2,8 milliards. Ils tiennent à des corrections significatives des hypothèses d'évolution des dépenses et des recettes par rapport à celles retenues par la loi de financement pour 2019. Côté recettes, la masse salariale, qui constitue l'assiette des 3/4 du financement de la sécurité sociale, augmentera finalement moins que prévu. Sa hausse atteindra 3% au lieu de 3,5% prévu, ce qui engendre 1 milliard d'euros de moindres recettes. De leur côté, les dépenses, constituées pour l'essentiel de prestations sociales, continueraient à accélérer à périmètre constant. Elles augmenteraient de 2,5% en 2019, alors qu'un ralentissement était prévu à hauteur de 2,1%. Et ce 2,5 intervient après 2,4 en 2018 et 2% en 2017. De ce décalage, il résulterait 1,4 milliard de dépenses supplémentaires par rapport à celles prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de 2019. Or, bien sûr, cette analyse devra être confirmée par les résultats complets de l'exécution financière 2019 que la Cour devra certifier. Mais déjà, il est assez évident que le déficit 2019 sera principalement structurel, c'est-à-dire indépendant des effets de la conjoncture économique. Or, tant que la sécurité sociale n'aura pas atteint un équilibre structurel, elle ne connaîtra pas d'équilibre pérenne sur la durée des cycles économiques, grâce auxquels les déficits de certaines années provoqués par une dégradation de la croissance, de la conjoncture économique, sont compensés par les excédents des années où elle est favorable. C'est pourtant le seul moyen d'éviter la constitution d'une dette sociale durable. Je rappellerai qu'en 2018, nos concitoyens ont acquitté près de 16 milliards d'euros de prélèvements sociaux pour financer les remboursements d'emprunts qu'opère la CADES et les intérêts qu'elle verse sur les emprunts encore non remboursés. Or, comment parvenir à un équilibre structurel de la sécurité sociale en jouant à la fois sur les recettes, bien sûr, et sur les dépenses? Alors, s'agissant des recettes, les pouvoirs publics considèrent, je crois, en règle générale, que le niveau atteint en France par les prélèvements obligatoires rend difficilement envisageable une nouvelle augmentation. À taux global inchangé, ou en baissant les prélèvements obligatoires, la Cour estime qu'il existe des marges pour améliorer la cohérence des prélèvements sociaux affectés par les multiples exemptions et exonérations qui leur sont appliquées. C'est ce que l'on appelle les niches sociales. La Cour évalue l'impact des niches sociales sur les recettes de la sécurité sociale à plus de 90 milliards d'euros. Cet impact est principalement compensé par l'État. Bien entendu, il s'agit là d'un impact financier brut. La suppression des niches sociales n'engendrerait pas en soi 90 milliards de recettes supplémentaires, ce serait trop facile. Et puis, il peut y avoir, en tout cas pour certaines d'entre elles, des effets défavorables sur l'emploi qui rétroagiraient sur les recettes de la sécurité sociale. Or, ces niches recouvrent des dispositifs hétérogènes. À titre principal, elles intègrent 52 milliards d'allègements généraux de cotisations sociales qui visent à réduire le coût du travail, à stimuler l'emploi. Elles comprennent aussi des exemptions d'assiette, ainsi que des exonérations ciblées qui bénéficient à certains secteurs d'activité, zones géographiques ou publics particuliers. Or, le renforcement continu des allègements généraux ces dernières années ne s'est pas accompagné d'une réduction des exonérations ciblées, ce qui pourtant aurait pu être considéré comme logique. En outre, les allègements généraux n'ont pas été intégrés au taux de cotisation, ce qui renvoie à l'image d'un prélèvement social beaucoup plus élevé qu'il ne l'est effectivement. Or, souhaitable dans son principe, l'intégration des allègements généraux au taux de cotisation de droit commun, ce que l'on appelle la barémisation des allègements généraux, comporte cependant des préalables.
En effet, les incidences des allègements généraux sur l'emploi, sur la compétitivité des entreprises, ainsi que sur la distribution des salaires, on le sait, sont discutées, débattues, compte tenu notamment du profil de ces allègements en fonction des niveaux de salaire. Il conviendrait donc de poursuivre les évaluations qui visent à les objectiver. Et la Cour recommande aussi d'évaluer les effets des exemptions d'assiette et des exonérations ciblées selon des méthodes plus robustes afin de supprimer ou de fermer à de nouveaux bénéficiaires les dispositifs qui s'avèrent inefficaces. Et dans l'attente de telles évaluations, il conviendrait de réduire dans le temps le poids financier des dispositifs dont l'efficacité est incertaine en gelant leurs paramètres de calcul ou de plafonnement. Il n'y a pas toujours des évaluations, mais quand il y en a, et quand certaines sont négatives, on n'en tient pas compte. Bon. Comme je l'évoquais quelques instants plus tôt, l'enjeu principal du retour de la sécurité sociale à un équilibre financier durable concerne toutefois les dépenses. Et c'est donc sur elles que se concentre l'essentiel de nos observations. Alors, pour que la sécurité sociale connaisse un équilibre structurel, l'évolution des dépenses ne devrait pas dépasser la croissance potentielle de la richesse nationale qui détermine l'évolution des recettes sociales à moyen terme. Or, depuis le début des années 2000, les dépenses de sécurité sociale ont presque toujours augmenté plus vite que cette croissance potentielle, comme vous le voyez d'ailleurs sur ce graphique qui vous est présenté. Or, cette augmentation rapide des dépenses sociales par rapport à la capacité de notre économie à les financer à taux constant de prélèvements obligatoires ne concerne pas à un même degré toutes les dépenses. Et nous abordons dans notre rapport 3 postes particulièrement dynamiques, les retraites, les transports de malades et les indemnités journalières pour arrêt de travail pour maladie. Alors je commencerai par les retraites. Cette année, la Cour s'est penchée sur un aspect particulier de notre système, les départs à la retraite à taux plein avant l'âge légal ou à l'âge légal, mais sans la durée d'assurance requise. Dans le débat actuel sur l'avenir de notre système de retraite, ce sujet est majeur. Au début de la décennie, un départ à la retraite sur 3 en France se faisait de manière anticipée. En 2017, cela a été le cas d'un départ sur 2. Et ces départs anticipés ont beaucoup augmenté, donc sous l'effet principalement des retraites anticipées pour carrière longue, dont les règles ont été assouplies en 2012. Surtout, ils représentent un coût pour notre système de protection sociale évalué à près de 14 milliards d'euros en 2016. En 2018, vous le voyez, le flux de départs anticipés pour carrière longue, qui sont fonction de la durée d'assurance, s'est inversé pour la première fois depuis 2010, sous l'effet de l'allongement de la durée requise par la réforme des retraites de 2014. Afin de conforter cette évolution, la Cour préconise de stabiliser durablement les règles de retraite anticipée pour carrière longue, qui peuvent être tout à fait légitimes d'ailleurs. En outre, le périmètre des catégories actives dans la fonction publique devrait continuer à être réexaminé. Alors que peu d'assurés partent aujourd'hui à la retraite de manière progressive, il conviendrait aussi de privilégier à l'avenir les transitions souples de l'emploi vers l'inactivité plutôt que les ruptures complètes d'activité à un âge ou au terme d'une durée d'assurance donnée. En outre, la Cour recommande d'inciter financièrement les employeurs à mieux prévenir la pénibilité du travail en modulant les cotisations qui financent le compte professionnel de prévention de la pénibilité au travail. Je reviens au rapport dont il est question aujourd'hui et souhaite à présent évoquer les dépenses d'assurance maladie. Le rythme d'évolution des dépenses relevant de l'objectif national d'assurance maladie, l'ONDAM, a été nettement réduit depuis le milieu de la décennie et cet objectif est respecté année après année. Selon toute vraisemblance, cela sera le cas également cette année. Toutefois, certains postes de dépenses connaissent une véritable dérive et cette année, la Cour s'est penchée sur 2 d'entre eux, les transports de patients et les indemnités journalières pour maladie. Les dépenses de transport de patients financées par l'assurance maladie sont dépourvues de mécanismes de régulation efficaces et pèsent à hauteur de 5 milliards d'euros sur les comptes de l'assurance maladie. À périmètre constant, elles ont augmenté de 4% en 2018.
Alors, les établissements de santé sont à l'origine de plus de 60% de ces dépenses, mais n'en assument qu'une part limitée sur leur budget. Il existe bien des quotas départementaux de véhicules de transport, mais ils ont souvent été dépassés dès leur instauration, d'ailleurs, en 1995. Ils n'ont pas été régulièrement actualisés depuis lors et ne couvrent toujours pas les taxis conventionnés. Les coûts moyens de transport diffèrent aussi grandement entre les départements fortement urbanisés, selon la place relative des modes de transport les plus coûteux, les ambulances et les taxis conventionnés, et ceux qui le sont moins, comme les véhicules sanitaires légers. Or, devant ces constats, la Cour préconise deux évolutions. La première est de mener à son terme le transfert au budget des établissements de santé du financement des dépenses de transport de patients, qui concernent aujourd'hui uniquement les trajets internes aux établissements ou entre établissements, et ce transfert devrait concerner en tout premier lieu les trajets domicile, structure de soins pour les séances de dialyse notamment. Et la deuxième évolution préconisée est de faire de l'appréciation indépendante par le médecin de l'incapacité ou des déficiences du patient le seul critère de la prescription des transports, alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de critères qui sont en vigueur et qui peuvent prendre notamment en compte le lieu où les soins seront prodigués. Je crois qu'il y a à peu près 140 critères. Bon. Les indemnités journalières pour arrêt de travail lié à une maladie sont elles aussi des dépenses particulièrement dynamiques. Elles ont augmenté de 4,4% en 2018. Alors, si les dépenses d'indemnisation se contentaient de suivre les effectifs de salariés et les rémunérations qui leur sont versées, elles ne soulèveraient pas de difficultés, sauf qu'elles augmentent plus vite que la masse salariale, et cet écart ne résulte pas seulement de la participation accrue à l'activité économique de salariés dont les réformes des retraites conduisent à reporter la fin de leur activité. Il s'explique aussi par un allongement général de la durée moyenne des arrêts de travail, comme vous le voyez sur la diapositive qui vous est à l'instant présentée. Alors, la Cour préconise de responsabiliser davantage les trois parties prenantes des arrêts de travail pour maladie, les employeurs, dont les conditions de travail dans leurs entreprises peuvent contribuer à la demande d'arrêt, les assurés qui sollicitent des arrêts et les médecins qui les prescrivent. Ainsi, la mise à la charge des employeurs d'une part accrue du financement des arrêts de travail pour maladie, à niveau inchangé d'indemnisation globale pour les salariés, pourrait être étudiée. Un jour de carence d'ordre public non indemnisé ni par l'assurance maladie, ni par les employeurs, ni par les assurances privées pourrait être instauré pour les salariés, comme c'est déjà le cas pour les fonctionnaires. Enfin, une minorité de médecins prescrivent beaucoup plus de journées d'arrêt de travail que leurs confrères à patientèle comparable. Alors, l'assurance maladie tente de faire évoluer les pratiques par des démarches de persuasion, mais avec des effets limités. La Cour estime que la dématérialisation obligatoire des prescriptions d'arrêt de travail par les médecins que la loi de santé de juillet 2019 vient d'instaurer devrait s'accompagner d'une obligation de motivation par les médecins des arrêts qui dépassent les durées préconisées par la Haute Autorité de santé pour les pathologies courantes, et des conséquences financières pourraient alors être tirées à l'encontre des médecins qui dépasseraient sans justification ces durées de manière significative et durable. Alors, les enjeux que je viens d'évoquer ne sont pas que financiers. Ils soulèvent aussi des questions d'équité entre les parties prenantes de la protection sociale, qu'elles en bénéficient ou bien qu'elles contribuent à son financement. Ainsi, les assurés qui partent à la retraite de manière anticipée par rapport à l'âge légal au titre d'une carrière longue n'ont pas en moyenne, et pour ce que l'on en sait, une espérance de vie inférieure à la moyenne des assurés. Il en va de même pour les départs anticipés dans la fonction publique au titre d'une catégorie active. Par ailleurs, la dynamique des dépenses de transport de patients a pour corollaire les ressources plus limitées consacrées au transport de personnes âgées ou handicapées de leur domicile aux établissements médico-sociaux. Et la hausse des arrêts de travail pour maladie s'accompagne de transferts de charges entre les différents secteurs d'activité en fonction de l'importance relative des arrêts, laquelle varie grandement.
On aura l'occasion, si vous le souhaitez, de revenir sur ces sujets. Dans le rapport, il y a des illustrations, justement, de ces iniquités qui peuvent exister entre catégories de personnes. J'en viens au dernier aspect de nos travaux de cette année qui concerne l'organisation et le fonctionnement de nos systèmes de santé et de protection sociale. Les technologies numériques sont un puissant vecteur de transformation de la relation de service des caisses de sécurité sociale avec les assurés sociaux, qui peuvent effectuer un nombre croissant de démarches sur Internet à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. Or, cette transformation reste cependant incomplète. Au-delà de la généralisation de l'offre de services numériques à toutes les démarches des assurés, des objectifs nouveaux, plus ambitieux, devraient pouvoir être fixés aux caisses de sécurité sociale pour l'accompagnement des assurés à l'utilisation des outils numériques et pour le développement des échanges à distance sur rendez-vous avec des agents des caisses de sécurité sociale. Ces caisses doivent aussi améliorer l'accessibilité des accueils téléphoniques et la qualité des réponses apportées aux appels et aux courriels des assurés. Il y a quelques marges de progrès possibles. Concrétiser ces progrès très attendus permettrait aux caisses de déléguer plus largement l'accueil physique à des partenaires, et nous pensons notamment aux maisons France Service, qui vont succéder aux maisons de services au public, et les demandes des personnes à mobilité réduite et les situations complexes qui appellent une expertise particulière seraient alors traitées à distance dans de meilleures conditions qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le développement des usages du numérique peut simplifier les démarches des assurés en leur évitant de devoir produire les mêmes documents ou d'effectuer les mêmes démarches auprès de plusieurs organismes sociaux. Il doit aussi contribuer au paiement à bon droit des prestations sociales. Et sur ce point, un enjeu essentiel porte sur l'utilisation à court terme par les caisses d'assurance maladie et par les caisses d'allocation familiale des données de salaires, de prestations sociales qui sont rassemblées dans la base des ressources mensuelles mises en place en vue de permettre, à compter de 2020, le calcul des aides au logement en fonction des revenus de l'année en cours. Alors, ces données peuvent en effet permettre de réduire les erreurs en faveur ou au détriment des assurés, ainsi que les fraudes qui affectent les prestations versées au titre du RSA, de la prime d'activité, de pension d'invalidité ou la reconnaissance du droit à la CMU-C. La Cour souligne aussi l'existence d'un important potentiel d'économie au titre des indemnités journalières, trop souvent affectés par des erreurs ou par des délais anormalement longs de versement du fait de processus de gestion sous-optimaux de l'assurance maladie. En utilisant les données de la base des ressources mensuelles, les caisses de sécurité sociale pourront par ailleurs mieux accompagner les assurés en détectant les situations de non-recours aux droits. Alors cet enjeu de l'accompagnement des assurés, la Cour le souligne cette année pour un domaine insuffisamment suivi de notre système de protection sociale, ce sont les pensions d'invalidité. Depuis son instauration pour les salariés en 1945, l'assurance invalidité a peu évolué et ces enjeux humains et financiers sont aujourd'hui insuffisamment pris en compte. Nous préconisons donc de mieux accompagner les personnes invalides vers l'emploi et leurs droits sociaux. Elles sont 820 000 environ. Nous recommandons ainsi de lisser le plafonnement du cumul entre revenus d'activité et pensions d'invalidité pour les personnes invalides qui travaillent, dans la mesure où le plafonnement au niveau de salaire précédant immédiatement la mise en invalidité pénalise aujourd'hui des reprises d'activités des assurés les plus modestes. Nous suggérons aussi de verser aux personnes invalides les plus proches de l'emploi les pensions pour une durée définie, renouvelable en fonction de leur état de santé, et d'identifier celles qui ont besoin d'un suivi particulier sur les plans médical, social et professionnel. Par ailleurs, l'ensemble des médecins conseils de l'assurance maladie gagnerait à évaluer l'état d'invalidité à partir d'un référentiel national homogène et pertinent, et tel n'est pas le cas aujourd'hui. Là encore, nous soulignons un enjeu d'équité pour les assurés. Alors, les enjeux d'efficience concernent aussi notre système de santé, et à la veille de la révision de la loi relative à la bioéthique, la Cour a souhaité examiner deux activités de soins qu'elle régit, les greffes d'organes et l'assistance médicale à la procréation. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas pour nous de prendre position sur
les questions éthiques qui n'ont rien à voir avec nos attributions. En revanche, il nous est apparu utile de porter à votre connaissance et à celle de nos concitoyens les points forts, mais aussi les faiblesses qui peuvent exister aujourd'hui dans l'organisation et le fonctionnement de ces activités. Développer les greffes d'organes est en soi un enjeu d'efficience pour notre système de santé. Il y en a eu 5 781 en 2018. Nous le savons tous, les greffes sauvent des vies. Et pour les patients qui connaissent une insuffisance rénale terminale, elles sont par exemple à la fois plus efficaces, moins contraignantes que les séances de dialyse. Elles sont aussi moins onéreuses. Alors même si la France est bien placée au niveau international en matière de prélèvement et de transplantation d'organes, la file des patients en attente d'une greffe s'allonge et le nombre de greffes a baissé d'ailleurs en 2018. Or, il convient donc plus que jamais de chercher à surmonter l'appréhension réelle d'une partie des familles à l'égard du prélèvement d'organes sur l'un de leurs proches décédés, de favoriser le développement du don de reins entre vivants, et nous recommandons aussi de mieux structurer et sécuriser les différents segments de la chaîne de la greffe. L'assistance médicale à la procréation, quant à elle, permet un nombre croissant de naissances, 25 614 en 2017, ça représente 3,3% du total des naissances. Cependant, de plus en plus de couples se tournent vers l'étranger pour réaliser leur projet de conception d'enfants. En effet, les dons d'ovocytes, bien qu'en augmentation, ne couvrent aujourd'hui qu'une partie des besoins et pour leur part, les dons de sperme les couvrent tout juste. Or, indépendamment de ces constats, le taux de succès des tentatives de fécondation in vitro en France se situe seulement dans la moyenne européenne et présente d'importantes disparités entre centres clinico-biologiques. Dans le cadre bioéthique en vigueur, les prises en charge d'actes médicaux et biologiques par l'assurance maladie devraient mieux prendre en compte les enjeux d'efficience de l'assistance médicale à la procréation. Il conviendrait aussi de mieux apprécier le bénéfice de l'insémination relativement à la fécondation in vitro. Par ailleurs, la nomenclature des actes biologiques doit être actualisée plus rapidement afin de suivre le progrès des techniques dans le cadre, bien sûr, bioéthique en vigueur. Or, j'en viens à un dernier sujet qui concerne les rôles respectifs de la médecine hospitalière et de la médecine de ville dans la prise en charge des besoins de nos concitoyens. Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale de l'an dernier, nous avions souligné le caractère inachevé du virage ambulatoire de notre système de santé, freiné à la fois par la stagnation de la part des séjours à l'hôpital, sans nuitée en médecine, contrairement à la chirurgie où cette part augmente, et l'inorganisation de la médecine de ville. Dans son rapport public annuel paru début février, la Cour a dans le même sens souligné le fait qu'un passage aux urgences hospitalières sur 5 pourrait être évité si les besoins correspondants étaient couverts, comme ils le devraient, par la médecine de ville. Alors, vous le savez, les pouvoirs publics ont, à travers le plan Ma Santé 2022 et la loi de juillet dernier sur l'organisation et la transformation de notre système de santé, fixé des orientations qui visent à mieux structurer le premier recours aux soins. Le gouvernement prévoit notamment la création d'hôpitaux locaux de proximité, le renforcement des communautés professionnelles territoriales de santé qui doivent notamment mieux prendre en charge les soins non programmés. Il nous est apparu qu'une pièce manquait à ce jour dans l'action de réorganisation de l'offre de soins au niveau territorial engagée par les pouvoirs publics, ce sont les actes et consultations externes. Et ce que j'évoque ici, ce n'est pas l'activité libérale de certains praticiens hospitaliers, mais les actes et consultations réalisés par ces derniers dans les conditions de droit commun. Il s'agit d'une activité hybride, elle est effectuée à l'hôpital, mais ne donne pas lieu à des séjours hospitaliers. Les tarifs sont pour l'essentiel ceux des actes et consultations en ville. Alors, cette activité représente 11% du total des consultations médicales dans notre pays, progresse plus vite que celle de ville, tout en ayant un caractère financièrement déséquilibrée pour les hôpitaux. Elle reste insuffisamment suivie par le ministère de la Santé. Et dans le cadre de la transformation du système de santé, la place des actes et consultations externes dans l'offre de soins devrait être mieux définie en fonction des enjeux d'accès aux soins et d'efficience des organisations hospitalières, au lieu de découler, comme c'est le cas aujourd'hui, des seules décisions autonomes des hôpitaux. Et à cet égard,
Bon, lorsque l'offre libérale de ville est insuffisante, les actes et consultations externes à l'hôpital peuvent utilement la compléter. Bon, ce n'est pas le cas, bien sûr, dans une hypothèse inverse. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je voudrais conclure cette présentation sur un dernier message. Faire revenir la sécurité sociale à un équilibre financier durable, éviter que la dette sociale se reconstitue au détriment des générations futures nous apparaît à la fois nécessaire et possible. Et nous essayons, à travers ce rapport, comme nous le faisions les années précédentes, de donner quelques pistes de réforme en ce sens. Et derrière les chiffres, derrière l'éloignement brutal du retour à l'équilibre des comptes sociaux, il y a un enjeu essentiel que vous avez noté, Monsieur le Président, au tout début, pour notre pays, c'est sauvegarder effectivement le système de la sécurité sociale et la fonction centrale de soins et de solidarité que remplit la sécurité sociale pour nos concitoyens. Voilà, nous sommes à votre disposition avec le président Morin et les magistrats qui sont avec nous pour répondre aux questions que vous souhaiteriez nous poser. Merci bien, Monsieur le Premier Président. Monsieur Forissier, je dois vous dire donc que pour l'instant, il y a 14 inscrits pour prendre la parole à la suite de votre exposé. Je vous demanderai donc à chacune et à chacun d'être concis. Je vais d'abord passer la parole au rapporteur général, puis au président d'Amex, enfin au rapporteur, et puis après au questionneur. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président, de la qualité de votre rapport qui ne se dément pas d'année en année d'ailleurs. 42 recommandations, c'est précieux. Pour notre commission, c'est précieux pour nos travaux. Vous le savez, on en tient souvent compte. On n'est pas toujours suivi, évidemment, par les gouvernements respectifs, mais je pense que petit à petit, je crois que l'oiseau fait son nid, comme on dit, et que vos recommandations dans les domaines divers, je laisserai d'ailleurs le soin à mes collègues de commenter notamment toutes vos recommandations sur les dépenses. Elles sont nombreuses, précises, et je crois qu'elles pourront donner lieu effectivement à une série d'amendements lors du prochain PLFSS notamment. Je vais limiter mon propos en dehors des questions que Jean-Noël Cardou posera sur la dette, comme à son habitude d'ailleurs, et vous avez souligné justement en terminant qu'il ne s'agit pas de reconstruire une nouvelle dette sociale, mais bien de l'apurer. Et j'ai quelques interrogations, je dois dire, dans ce domaine, mais je sais que lui aussi va les formuler. Donc je vais limiter mon propos aux questions concernant les recettes. Et j'en ai trois, en réalité, de questions. La première, vous l'avez relevé, c'est la prime exceptionnelle qui est exonérée de toute contribution et de cotisation et qui a été instaurée par la loi MUES de décembre et qui a pu évidemment se substituer en partie à des augmentations de salaire. On le voit d'ailleurs dans les statistiques salariales qui nous sont fournies par l'ACOS mensuellement. Or, le PLFSS pour 2020 prévoit la reconduction de cette mesure l'année prochaine dans des délais permettant aux employeurs d'anticiper l'existence de cette mesure. Donc, est-ce que vous pourriez estimer de manière un peu plus précise l'effet de substitution dans un tel contexte et ses conséquences sur les comptes sociaux? La deuxième question concerne votre rapport qui livre un panorama intéressant sur les niches sociales et les progrès qui restent à faire, vous les avez soulignés, pour que l'annexe du PLFSS puisse en rendre compte de manière exhaustive et pertinente. Vous vous interrogez plus particulièrement sur l'évaluation des allègements généraux dont le coût atteint 52 milliards d'euros et que dites-vous n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation suffisamment précise. Alors, est-ce que la Cour pourrait effectuer à l'avenir ce type de travaux ? Et comme vous semblez émettre quelques doutes sur la pertinence d'inclure
dans les allègements des rémunérations relativement élevées, pensez-vous que le dispositif mériterait d'être encore plus centré sur les bas salaires? La troisième question, la Cour regrette dans ce rapport que l'objectif de stabilisation des niches sociales en valeur n'ait pas été atteint. Ne croyez-vous pas que cette tendance au développement des niches risque d'être accentuée par la mise en œuvre du principe de chacun chez soi, qui a été réaffirmé par le ministre des Comptes publics il y a encore peu, c'est-à-dire la non-compensation des niches par l'État, contrairement évidemment à la loi Veil de 1994. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci, Monsieur Van Arenberg. Monsieur Cardou prend la suite, président de l'AMEX. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Cour des comptes, d'avoir exposé d'une manière claire et sans concession la situation de la sécurité sociale, ce qui, je pense, ne nous a pas surpris, puisqu'on entendait parler depuis un certain temps, nous a surpris par rapport au langage que tenait le gouvernement l'année dernière. Alors déjà, merci aussi d'avoir répondu à la question à laquelle le ministre du Budget, M. Darmanin, ne m'avait pas répondu avant l'été, puisque j'avais interrogé sur le remboursement ou pas par l'État à la sécurité sociale des mesures concédé à la fronde des Gilets jaunes, ce qui pèse pour 2,5 milliards à peu près dans le déficit de cette année. Il avait dit on verra, ma décision n'est pas prise. Vous nous avez dit que la décision était prise et que la compensation ne sera pas effective. Donc 5 milliards de déficit, 2,5 milliards au titre des mesures que je qualifierais de Gilets jaunes, 2,5 milliards aussi dû à l'excès d'optimisme dans les prévisions conjoncturelles l'année dernière du gouvernement, excès d'optimisme en matière de PIB et en matière de croissance salariale. Donc on arrive à 5 milliards. 5 milliards pour 2019, 5 milliards pour 2020. Et vous nous avez parfaitement exprimé que dans ces conditions, le stock de dette qui restera dans la COS risque d'atteindre 46 milliards en 2022, ce qui n'est pas négligeable, ce qui représente à peu près 3 années d'amortissement de dette par la CADES. Et toujours, bon, bien sûr, depuis plusieurs années, je le dis et je le répète, que le jour où il y aura une légère remontée des taux d'intérêt, ce sera catastrophique. Bon, on n'en prend pas le chemin, mais néanmoins, j'en sens quand même des frémissements financiers à l'échelon mondial qui montrent que la bulle pourrait éclater dans un proche avenir, avec les conséquences sur les taux d'intérêt que chacun peut connaître. Alors là, je ne sais pas où nous irons. Néanmoins, 45 milliards rajoutés à la COS. Alors, est-ce que, dans votre esprit, ces 45 milliards de stock dans la COS, puisqu'il avait été question de transférer 15 milliards dans LFSS 2019 à la CADES, ce qui n'a pas été fait. Donc, est-ce que c'est de nature à remettre en cause la date d'expiration prévisible de la CADES, qui était à peu près en 2025? Ça, c'est la première question. J'avoue que, en plus qu'on n'a plus d'autorisation de transfert, hein, on le sait. Et puis, la question qui est un peu insidieuse et que je corrèle à celle-là, c'est que j'ai entendu, j'ai lu que le rapporteur du LFSS à l'Assemblée nationale avait dit, dans un excès d'optimiste qu'on connaît un petit peu, que de toute façon, la CADES rembourserait la dette sociale avec 1 an et demi d'anticipation et que donc, puisqu'il fallait financer dans les années à venir, et très très rapidement, 10 milliards pour la dépendance, eh bien, qu'à cela ne tienne, on prolongerait la CADES et puis on maintiendrait le CRDS et la CSG, et c'est avec ce prolongement de la CADES qu'on arriverait à financer la dépendance. Donc je suppose que ce plan, je ne sais pas ce qu'il en sera lors de la discussion à l'Assemblée nationale, mais ce plan est quand même un petit peu plombé par les chiffres que vous nous avez annoncés, mais néanmoins, il faudra bien trouver une source de financement pour la dépendance. Alors ma question est simple, est-ce que ce plan qui avait été envisagé, quelle est la critique que vous formulez à une éventuelle
prolongation de durée de vie de la CADES pour financer la dépendance, et si, comme je le pense, mais j'anticipe pas sur votre réponse, puisque c'est pas très orthodoxe financièrement de procéder de telle manière, vous avez surtout proposé des mesures structurelles pour résorber le déficit à venir de la sécurité sociale. Est-ce que vous pensez que ces mesures structurelles, si elles étaient mises en œuvre, adjointes à d'autres, seraient de nature aussi à assurer un financement pour les 10 milliards d'euros de la dépendance que nous avons devant nous? Merci bien. Madame De Roche, pour la suite. Merci, Monsieur le Président. J'avais une première question qui concernait l'ONDAM. On a vu qu'il progresse certes plus vite que la richesse nationale, mais le président Milon l'a, paraît-il, évoqué avant que j'arrive, puisque j'avais du retard. La situation de l'hôpital reste préoccupante, avec un déficit qui certes a diminué en 2018, mais qui reste encore à un niveau très élevé. Et cela vous conduit à recommander à l'adossement de l'ONDAM un objectif de maîtrise des déficits et de la dette des hôpitaux publics pour ne pas en faire un point de fuite de la maîtrise des dépenses. Alors pensez-vous dans ce contexte que la moindre progression de l'ONDAM hospitalier pour 2020, qui est de 2,1 contre 2,4 en 2019, soit soutenable pour l'hôpital? Quels principaux obstacles rencontrent les leviers d'efficience de la dépense hospitalière? Et vous avez fait à cet égard un focus sur les actes et les consultations externes qui progressent à un rythme dynamique, mais dont les établissements ne contrôlent pas tous les leviers, notamment les tarifs. Donc c'était ma première question. Concernant les transports sanitaires, j'avais une question qui était celle d'une régulation ou par le prix ou par l'offre pour limiter notamment la prépondérance des transports les onéreux, mais vous avez fait des propositions assez claires dans le rapport concernant ces transports. Et puis le dernier point, c'est les indemnités journalières. Le groupe d'études cancer du Sénat, à laquelle participent de nombreux sénateurs de la Commission des affaires sociales, a organisé des tables rondes sur cancer et travail. Et lors de ces tables rondes, on a trouvé judicieux cette possibilité d'étendre aux salariés du privé le congé de longue maladie fractionné, qui n'existe que pour les fonctionnaires et qui répondrait bien au parcours de soins assez chaotique des personnes qui sont atteintes d'un cancer, notamment après la reprise du travail. Et il y a des questions également sur le mi-temps thérapeutique. Mais cette notion de souplesse dans les arrêts de travail permettrait d'avoir moins d'arrêts de travail peut-être et des reprises fractionnées qui correspondraient à la fois à l'importance de ce qu'est la reprise du travail aussi dans le traitement psychologique des patients. Merci. Madame Doideau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Cour des comptes, pour ce compte-rendu qui marque un temps rituel dans notre examen du PLFSS et qui, évidemment, nous interpelle avec des éclairements tout à fait propices à la réflexion. Sur la branche famille, moi je n'ai pas de remarques particulières, il y a un retour à l'équilibre. Vous n'avez pas non plus travaillé particulièrement sur un sujet cette année et je me suis intéressée plus particulièrement, comme notre rapporteur général, aux niches et vous y consacrez un chapitre entier. Le coût a considérablement progressé ces 5 dernières années. Vous indiquez que ces dispositifs sont insuffisamment encadrés et évalués. Et si ces dispositifs permettent de soutenir certains secteurs d'activité, il n'apparaît pas normal que ces niches soient source d'importantes irrégularités. Donc, vous indiquez dans votre rapport qu'elles constituent l'une des principales sources donc de ces irrégularités déclaratives aux prélèvements sociaux, en précisant qu'en 2017, les régularisations conduites dans le cadre des contrôles des URSSAF portant sur les niches sociales ont représenté 350 millions d'euros. Il s'agit ainsi du second motif de régularisation après le travail dissimulé. Pourriez-vous nous préciser la nature donc, de ces irrégularités? S'agit-il principalement de fraude à la déclaration ou d'erreurs liées à la complexité des dispositifs? Avez-vous identifié des pistes pour réduire ces irrégularités? Et enfin, certains secteurs d'activité sont-ils davantage concernés? Avez-vous notamment constaté des irrégularités chez les particuliers employeurs? Merci. Monsieur Savary.
On a fini le tour des rapporteurs. Merci. Donc, moi, plus spécifiquement sur la branche vieillesse, vous avez fait une analyse qui est tout à fait intéressante sur les dispositifs de départ anticipé, qui confirme d'ailleurs les travaux que nous avons faits dans le cadre de notre mission emploi des seniors avec Monique Lubin, où nous avons un certain nombre de propositions qui rejoignent ça. Sur ces emplois des seniors, on voit bien les difficultés. S'il y a un âge qui se recule en ce qui concerne le départ, il faudra trouver des solutions. Et ces solutions, vous en proposez un certain nombre qui rejoignent ce qu'on avait proposé avec Monique Lubin, notamment sur la retraite progressive. Et ça confirme également ce que l'on pensait par rapport à ces dispositifs, que en plus de ce que vous relatez par rapport à l'espérance de vie qui n'est pas plus faible que pour les autres retraités en ce qui concerne ceux qui partent plus tôt, nous avions, nous, dans les statistiques, en plus, pour confirmer cela, rappelé que 30% des cumuls emploi-retraite sont constitués par des personnes qui sont parties de façon anticipée. Donc on voit bien qu'il y a eu des pistes de travail à élaborer à ce sujet-là qui sont tout à fait intéressantes si on veut que la loi future réforme sur les retraites soit acceptée. Mais à ce propos-là, on voit bien la difficulté qui va se présenter et qui va nous sauter aux yeux là, très rapidement. Un retraité sur deux part de façon anticipée par rapport aux âges qui sont préconisés. Ça veut dire quoi? Dans un système universel, comment peut-on accepter qu'un sur deux ne soit pas concerné par le système universel? Parce qu'il faudra bien déterminer ou l'allongement de la durée, ou le report de l'âge de la retraite, ou l'âge pivot, peu importe les dispositifs qui sont pris, on voit bien qu'il faudra trouver l'équilibre par rapport à cette espérance de vie et un travail supplémentaire ou pas en fonction effectivement d'un âge de retraite qui sera probablement dans les générations futures reculées tel qu'on le voit en Europe. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour le système universel, quoi. C'est incontournable. Or, on nous a déjà dit qu'on n'allait pas revoir le système de départ anticipé. C'est sûrement pour rassurer, je comprends le discours. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire un système universel pour une personne sur deux concernée par le départ à la retraite. Voilà. Donc ça m'interpelle particulièrement. Et la question que j'aurais à vous poser, c'est que dans les pistes que vous avez fait, bon, vous ne parlez pas de la suppression du dispositif, quoi. Parce que si on en tire les conclusions, ça veut dire que le dispositif de départ anticipé, faut le revoir, vous dites, ça on est forcément d'accord puisque ça ne pourra pas tenir, mais on pourrait en arriver à la conclusion qu'il faut peut-être remettre tout le monde dans un système universel, donc supprimer le... Vous ne le proposez pas. Alors quelles sont vos propositions un petit peu plus précises? Et puis deuxièmement, vous constatez effectivement le déséquilibre par rapport à la branche vieillesse, mais je n'ai pas lu dans le rapport, mais j'ai pas lu tout le rapport quand même. Je n'ai pas lu dans le rapport que vous constatiez qu'il n'y avait pas de mesure paramétrique à ce PLFSS pour équilibrer justement le déficit, puisqu'il y a la branche vieillesse notamment, qui, avec le FSV, etc., qui fait une partie du déficit. Et il n'y a aucune mesure paramétrique. On les prendra après la réforme des retraites, on nous dit, donc ça montre quand même quelque part qu'on ne nous dit pas franchement tout. Hein, bon, je peux le comprendre, et il n'empêche que véritablement, il y aura peut-être des mesures à prendre si on veut que le système soit équilibré d'ici 2025, parce que si on attend et qu'on reporte toutes les mesures, il y a un moment, on va tomber de la chaise, quoi. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas constaté, cela ? Merci. Alors, en accord avec M. Migaud, nous prendrons 5 sénateurs par 5 sénateurs. On vient d'en faire 5. Je laisse donc répondre et puis nous ferons la série de 5 ensuite. Merci, Monsieur le Président. Président, hein, pas Premier ministre. Oui, je vais commencer à répondre et puis le Président Morin complétera. Oui, chacun doit rester dans son rôle. Bon. Nous n'avons pas d'appréciation à porter sur des projets d'actualité portés par le gouvernement, et puis nous n'avons pas à nous substituer au pouvoir politique sur un certain nombre de décisions à prendre. Sur la question des départs à la retraite, il peut être justifié de prendre en considération la pénibilité du travail.
tout ça doit être objectivé par rapport à l'espérance de vie. Bon, et par rapport à des sujets d'équité entre les citoyens. On fait d'ailleurs la même observation en ce qui concerne les prestations qui doivent toujours être médicalement justifiées. Bon, ça n'est pas toujours le cas, on le voit bien pour un certain nombre d'entre elles, avec en plus des disparités entre régions qui peuvent être inexpliquées. Et vous avez quelques illustrations dans le rapport à ce sujet. Alors sur les différentes questions que vous avez posées, j'ai répondu, Monsieur le Président, en partie dans ma présentation à votre question sur l'importance, en tout cas, des dépenses de sécurité sociale pour le modèle social français. Alors, est-ce que c'est un dispositif à bout de souffle? Nous ne le pensons pas. En tout cas, c'est pas une expression que nous utilisons. Nous nous efforçons de voir justement les moyens de faire en sorte que ce système de sécurité sociale puisse être préservé justement à travers un certain nombre de marges d'efficacité, d'efficience que nous identifions. Nous avons toujours considéré que le déficit de la sécurité sociale, le déficit des comptes sociaux, était une anomalie. Ce sont des dépenses de transfert, ce sont des dépenses courantes qu'il n'apparaît pas très légitime de financer par emprunt, faisant supporter le poids aux générations futures du remboursement de ces dépenses, alors qu'une fois de plus, ce sont des dépenses de transfert, des dépenses de fonctionnement. C'est pour ça que nous revenons chaque année sur l'importance de bien maîtriser et de réduire, voire d'annuler, bien sûr, la dette sociale. Alors je reviendrai sur ce sujet-là dans un instant. Sur la prime exceptionnelle exonérée de toute cotisation ou contribution sociale, alors la prévision de 3% qui est contenue dans le PLF 2020 repose que l'hypothèse que la prime exceptionnelle instaurée par la loi sur les mesures d'urgence économique et sociale ne se substitue à aucun élément de rémunération déjà prévu par les employeurs, et le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre fait état de la même hypothèse. Alors cela dit, quand on regarde les montants qui ont été versés au titre de cette prime, fin 2018 au premier trimestre 2019, ça représente 2,2 milliards, et cela suggère un peu l'existence d'un possible effet de substitution de cette prime avec des éléments de rémunération déjà prévus. Or, nous n'avons pas encore été en mesure de procéder à un chiffrage de cet effet. Ce que nous constatons, c'est que dans le PLF 2020, la reconduction de cette prime exceptionnelle est conditionnée cette fois à l'existence ou à la mise en place préalable d'un accord d'intéressement. Les employeurs disposeront d'un délai plus important pour anticiper la mesure qu'ils n'en avaient au moment où la décision a été prise. Donc, dans ces conditions, c'est vrai qu'un effet de substitution peut être possible, voire probable. Il conviendra de l'apprécier. Mais l'hypothèse qui est retenue dans le PLF 2020, une fois de plus, prévoit une progression de la masse salariale de 3%, avec l'hypothèse que la prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de rémunération. Alors, pour ce qui concerne les niches sociales,
nous avons pu observer que le président Morin pourra revenir là-dessus, que l'annexe 5, qui est l'annexe qui récapitule un certain nombre de ces niches, n'était pas complète. Donc, nous avons formulé un certain nombre de recommandations. Dans son annexe 5, l'exécutif là évoque la somme de 66 milliards et demi. Bon. Nous identifions près de 90 milliards de niches sociales, voire même 100 milliards si on prend en compte aussi les régimes complémentaires. On pourra vous apporter quelques éléments là-dessus. Alors, ce que nous disons, c'est que il est extrêmement important d'évaluer l'impact de ces mesures d'exonération et d'exemption. Alors, pour ce qui concerne l'allègement général dégressif, jusqu'à 1,6 SMIC, c'est d'ailleurs ce qui correspond à la strate la plus ancienne des allègements généraux de cotisations patronales. Là, nous disposons de plusieurs évaluations économétriques qui ont mis en évidence un effet positif de ces mesures sur l'emploi. En revanche, sur l'allègement proportionnel de 1,8 de cotisation famille instauré en 2015-2016 jusqu'à 3 SMIC et demi, l'allègement proportionnel aussi de 6 points de cotisation maladie qui a été instauré en 2019 jusqu'à 2,5 fois le SMIC en remplacement du CICE, n'ont fait l'objet que de travaux, pour le moment partiels, incomplets, et il est très important justement de pouvoir bénéficier d'évaluations complémentaires. Alors c'est davantage je dirais le rôle de France Stratégie, par exemple, que celui de la Cour des comptes pour apprécier l'impact de ces mesures. Ce que nous disons, c'est qu'il faut à tout prix que ces évaluations soient conduites pour que vous puissiez ensuite, au niveau du Parlement, apprécier la pertinence de ces dispositifs. Il nous paraît qu'il y a quelques marges possibles de recettes supplémentaires à travers une remise en cause de quelques-unes de ces exonérations et de ces exemptions qui n'apparaissent pas obligatoirement pertinentes au regard des objectifs qui ont été assignés. Voilà, donc c'est tout un travail qui reste à faire et qui pourrait donner quelques recettes supplémentaires. Sur la question de la dette, on voit bien de toute façon que tout déficit supplémentaire augmente, bien sûr, la dette sociale. Alors la CADES remplit son rôle. Chaque année, la dette sociale portée par la CADES diminue, compte tenu de la capacité qui a été donnée à la CADES, avec des recettes nouvelles, de pouvoir rembourser progressivement cette dette sociale. Le problème, c'est que si on la reconstitue à côté, au niveau de la COS, bon, voilà, on risque de ne jamais en finir, quoi. Bon, donc, moi, comme ça, on ne s'est pas exprimé de cette façon aussi catégorique, mais je pense qu'il faut permettre à la CADES d'aller jusqu'au bout. C'est pas utile de la prolonger une nouvelle fois. Ensuite, les recettes qu'avait la CADES peuvent être effectivement utilisées à rembourser la dette qui s'est reconstituée au niveau de la COS. Mais c'est vrai que par rapport aux propositions du rapport Libault, d'utilisation de ces recettes, eh bien, du coup, ça les reporte bien évidemment dans le temps. D'où l'intérêt d'équilibrer le plus rapidement possible la sécurité sociale et de ne pas accumuler de dettes supplémentaires de ce point de vue-là. Mais 30 milliards à la fin de l'année 2019 pour la COS, 46 milliards. Alors les 46 milliards, c'est fin 2022. C'est 46 milliards en prévision. Ce qui sera constaté si les déficits ne sont pas tenus ou les dépenses ne sont pas tenues, ce peut être une somme plus importante. Donc voilà, d'où l'intérêt
bien sûr, de ce sujet. Alors, après, il y a, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, il y a tout le sujet de la compensation par l'État. Bon, c'est un sujet qui n'est pas là celui de la Cour, qui est un sujet politique, bon, et qui doit recevoir une réponse politique. D'autant que si je raisonne par rapport à l'ensemble des comptes publics, honnêtement, c'est sans conséquence. Bon, sur le déficit de l'ensemble des administrations publiques, bon, que ce soit porté par l'État, que ce soit porté par la Sécurité sociale, ça ne change rien. Bon, alors, au global. Alors, c'est vrai, je peux comprendre qu'au niveau de la Commission des affaires sociales, bon, vous souhaitiez que toute mesure prise par l'État soit compensée. Quand on va devant la Commission des finances, on a une position qui peut être effectivement quelque peu différente. Bon, c'est à vous de trancher ce sujet. La loi Veil est une loi ordinaire. Donc, ce qu'a affirmé comme principe la loi Veil peut être modifié par une loi postérieure. Et en fait, c'est ce que font les lois successives de financement de la sécurité sociale. Et toutes les dérogations, en fait, ont été votées par le Parlement. Bon, oui, donc par le Parlement. Alors, si c'était une loi organique, s'il y avait un caractère plus contraignant, bien évidemment, là, les choses seraient différentes et la loi serait obligée de respecter un certain nombre de principes rappelés par une loi supérieure. Alors, l'État compense, et continue de compenser, pas à la hauteur de l'ensemble, effectivement. Je rappelle qu'il a été des périodes où l'État a surcompensé. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de le préciser dans un rapport aussi de la Cour. Cette surcompensation était de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros, d'ailleurs. Bon, donc voilà, il faut tenir compte de tous les éléments du paramètre. Et puis, le déficit 2019 ne s'explique pas entièrement par une non-compensation par l'État d'un certain nombre de décisions, puisque vous avez deux choses qui interviennent également dans le déficit 2019. C'est effectivement le constat d'une surestimation de la masse salariale, bon, et puis une dépense qui a évolué plus fortement qu'il n'était anticipé, puisqu'on est à 2,5 d'augmentation alors que 2,1 était anticipé. Donc tout cela explique aussi une partie, bien sûr, du déficit de 2019. Mais ce que nous disons, en tout cas, et là nous vous rejoignons, c'est qu'il devrait y avoir sur ce sujet de compensation ou non compensation une plus grande stabilité dans le temps des critères implicites qui sont proposés au Parlement. Je pense que pour la bonne compréhension, la bonne lisibilité des décisions, ce serait effectivement souhaitable, qu'au moins il y ait des règles qui puissent s'établir sur le moyen terme. Peut-être que le président Morin peut compléter, ainsi que sur quelques questions complémentaires qui ont été posées, si vous le permettez, Monsieur le Président. Bien sûr. Merci beaucoup. Avec l'accord du président, je peux effectivement compléter sur quelques points. Peut-être revenir un peu sur la non-compensation par l'État des exonérations de charges. Ça a toujours été un sujet complexe, les relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Le mérite de la loi de 1994, que vous avez rappelé, Monsieur le Premier Président, la loi Veil, a été effectivement de fixer une règle du jeu stable, qui était de dire l'État compense les exonérations de charges sociales. Alors, elles ont beaucoup augmenté depuis 1994, mais ça avait au moins le mérite de poser une règle du jeu claire, car, comme l'a dit la Cour à plusieurs reprises, on ne peut pas accepter un système dans lequel les déficits se logent ici ou là, au gré des circonstances, sans sous-jacent réel. Il n'est pas indifférent de commenter des comptes sociaux qui comportent un déficit pour
2019 de 5,5 milliards, on voit bien le message qui est envoyé à l'ensemble des acteurs du système. De même, il est nécessaire que les règles, que le niveau des déficits des différentes branches de la sécurité sociale ait du sens. Et nous avons critiqué dans les années passées la tendance du ministère des Affaires sociales et du gouvernement à réaffecter les ressources d'une branche à l'autre en fonction des circonstances. Cette instabilité des règles, de notre point de vue, est critiquable. Ceci étant, deux éléments complémentaires. Vous avez rappelé, Monsieur le Premier Président, que dans le passé, l'État a surcompensé à la sécurité sociale, dans les 5 années précédentes, le coût des exonérations de charges sociales pour près de 4 milliards. Ceci figure dans un rapport de 2017 de la Cour des comptes. De même, nous avons été, pour ce qui est du déficit 2019, beaucoup plus sensibles, c'est le rôle de la Cour des comptes, beaucoup plus sensibles à l'observation d'une accélération régulière et sensible de l'évolution des dépenses sociales. Je rappelle que nous raisonnons sur une masse de l'ordre de 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros, ça veut dire qu'un point de progression, c'est seulement 5 milliards d'euros, donc tout à fait important. L'évolution des dépenses n'a cessé de s'accroître depuis un point bas, un graphique qui était projeté tout à l'heure. Alors, en valeur, on était à 1,5% de progression en 2016. On est passé à 2% en 2017, 2,1% en 2018, 2,4% en 2019, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a cette accélération qui explique, davantage que la non-compensation par l'État des exonérations de charges, le creusement du déficit 2019. Donc voilà sur le sujet des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Je peux continuer, Monsieur le Premier Président, si vous voulez, sur la dette. Alors effectivement, dans la trajectoire qui est présentée à l'appui du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la dette, la CADES continue à rembourser sa dette jusqu'à l'échéance de 2024. Avec les ressources qui lui sont affectées, c'est-à-dire 16 milliards de prélèvements sociaux, CRDS, CSG, et 2 milliards de prélèvements annuels, vous le savez, sur le fonds de réserve des retraites, rebasculés vers la CADES. Mais la dette flottante à la COS continue à s'accroître au rythme des déficits annuels constatés pour atteindre, dans la trajectoire présentée par le gouvernement, le chiffre évoqué tout à l'heure par le Premier Président de 46 milliards en 2022. Je pense que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier Président, la réouverture de la CADES ne serait pas une solution envisageable. À la disparition de la CADES en 2024, l'ensemble de la dette reprise étant définitivement amortie, par définition, 16 milliards de prélèvements, 18 si on compte le fonds de réserve de retraite, seront disponibles et pourraient, bien entendu, être conservés dans les comptes sociaux pour apurer peu à peu la dette flottante. Mais ça soulève une autre question, qui est que ces 16 milliards ont déjà fait l'objet, et c'est là une tradition bien nationale, non pas d'une préaffectation, ni d'un pré-engagement, mais en tout cas, manifestement, suscite des convoitises, pourrait-on dire, et qu'il est vrai que, compte tenu de l'ampleur des besoins soulignés à l'occasion des travaux de la commission Libault dans le secteur médico-social, l'idée de basculer le moment venu et le plus vite possible, c'est-à-dire au plus tard en 2024, une partie de ces prélèvements pour améliorer la situation du médico-social, est évidemment dans le débat. Ce qu'on peut simplement dire, vu de la Cour des comptes, c'est que par définition, compte tenu de la dégradation de la trajectoire financière de la sécurité sociale, ces ressources ne seront aujourd'hui pas disponibles en 2024. Alors, sur ce point, vous me permettrez d'esquisser non pas une position de repli ou éventuellement des idées alternatives, mais sur un sujet qui n'est pas au cœur des besoins du secteur médico-social, mais qui est dans le rapport de cette année, je veux dire la prise en charge des transports de patients. Nous avons mis en évidence, je livre cette réflexion à la Commission des Affaires sociales du Sénat, l'ampleur des dépenses dans le secteur sanitaire, parfois leur insuffisante justification médicale, certains intervenants l'ont souligné. Nous dépensons dans le secteur sanitaire 5 milliards d'euros, nous dépensons 4 fois plus que l'Allemagne, qui a une population plus nombreuse. À l'inverse, nous dépensons 1 milliard dans le secteur médico-social. Ce chiffre, nous l'avons péniblement reconstitué parce que les données ne sont pas aisément disponibles. Et nous dépensons 1 milliard qui pèse lourdement sur les budgets des établissements en question, qui sont généralement insuffisamment dotés, sans pour autant
satisfaire les besoins les plus élémentaires, y compris en matière de transport des handicapés. Je souligne ce point qui est, je pense, connu de beaucoup d'entre vous, et en particulier des enfants handicapés. Et donc l'idée pourrait être de dire qu'il y a peut-être un peu trop de dépenses insuffisamment justifiées médicalement du côté sanitaire et peut-être pas assez du côté médico-social. Il y a peut-être l'idée aussi d'un redéploiement de dépenses qui peut être un élément de solution, au moins dans l'attente de financement complémentaire s'il tarde à être rendu disponible. Sur l'ONDAM, là, je réponds, Monsieur le Premier Président, je pense que vous avez répondu à l'ensemble des questions de Monsieur le rapporteur général et de Monsieur Cardou sur la dette. Je me permets donc de prendre le relais en apportant quelques réponses à Madame Deroche, qui a justement indiqué la nécessité de prendre en compte à la fois l'ONDAM et les déficits des hôpitaux. C'est un point de fuite. Nous avions eu ce débat l'année dernière lorsque nous sommes venus devant votre commission présenter l'édition de l'an dernier du RALS. Le constat reste le même dans une situation où cependant les déficits hospitaliers se sont réduits. Notamment la situation de la paix de Paris s'est améliorée de l'ordre de 50 millions. Et donc le chiffre qui était de près d'1 milliard l'année dernière est plutôt autour de 600 millions, 650 millions cette année, et probablement en 2018, et probablement s'améliore encore un peu en 2019. La moindre progression de l'ONDAM que vous relevez, l'ONDAM hospitalier, que vous relevez à juste titre, s'explique par un élément tout à fait majeur qui est observé depuis 2 ans maintenant, qui est la nettement moindre progression de l'activité hospitalière. Nous aurons probablement à affiner nos diagnostics sur ce point parce que nous n'avons pas eu une réponse très convaincante de l'administration, de la DGOS en charge de ce sujet. L'activité, c'est-à-dire en fait le volume des hospitalisations dans le secteur public progressait dans les années passées au rythme de 3 à 3,5% par an. Dorénavant, c'est plutôt 1,5%. Et donc, nous nous sommes interrogés sur les raisons de ce ralentissement et nous avons constaté qu'il y avait évidemment des données démographiques comme par exemple le moindre recours à l'hospitalisation des personnes âgées de plus de 80 ans qui est sans doute un élément positif s'il y a des prises en charge alternatives qui sont mises en place, qui est même d'ailleurs probablement une bonne nouvelle. Et la réduction de la natalité est également, comme vous le savez, puisque le nombre de naissances a fortement diminué depuis 2 ans, un élément qui explique cette moindre fréquentation de l'hôpital public très présent sur le secteur des maternités. Il y a évidemment d'autres éléments d'explication que nous creuserons, mais la progression de l'ONDAM hospitalier de 2,1 au lieu de 2,4, comme vous l'avez dit, Madame Deroche, ne traduit pas un durcissement de cet ONDAM, mais traduit le fait que l'activité sous-jacente est sensiblement moins dynamique. Sur les transports sanitaires, nous avons effectivement, c'est un sujet qui est évidemment un sujet difficile, je l'évoquais à l'instant, étant en balance des dépenses importantes du côté sanitaire et sans doute insuffisantes du côté médico-social, mais il y a d'autres éléments. Et comme c'est un sujet difficile, nous y avions déjà travaillé. Le chapitre commence en rappelant que nos constats sont les mêmes qu'il y a 5 ans et que nos propositions sont également les mêmes. Donc, c'est probablement un des secteurs qu'il est les plus difficiles de réguler pour plein de raisons. La raison principale étant que le taux de socialisation de ces dépenses est pratiquement de 100%, 93%. Donc la prise en charge de ces dépenses par notre système de santé est quelque chose qui est extrêmement développé. Le taux moyen, le Premier Président le rappelait tout à l'heure, est de 78%. Sur ce segment, c'est 93%. Et c'est la raison pour laquelle nous instillons l'idée, c'est une de nos recommandations, que peut-être un forfait spécifique pour le secteur des transports sanitaires pourrait être justifié. Mais il y a d'autres éléments qui nous ont frappés. C'est pas une mesure simple, j'en suis évidemment tout à fait d'accord. Il y a d'autres éléments qui nous ont frappés, c'est les écarts entre les différents départements, très importants dans le coût des transports sanitaires par habitant. Les chiffres sont dans le rapport. Il y a des écarts qui sont tout à fait considérables. Le hit parade place au premier rang les Bouches-du-Rhône pour un montant de 78 € par habitant. Et puis il y a d'autres départements qui sont plutôt à 20 ou 30 €. Et nous avons été étonnés de voir que finalement les départements où la dépense par habitant est la plus forte ne sont pas nécessairement les départements isolés ruraux. C'est un petit peu notre intuition de dire dans des secteurs qui sont des déserts médicaux ou dans lesquels, par définition, l'accès au système de santé suppose un déplacement, généralement pris en charge par l'assurance maladie. On s'attendait à avoir des dépenses plus importantes. Ce n'est pas
le cas. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Donc il y a là une interrogation qui est importante. Et enfin, j'appelle aussi votre attention, le Premier Président l'a souligné, sur l'invraisemblable complexité de la réglementation. Nous mentionnons le fait qu'il y a 140 hypothèses qui doivent être balayées sur le point de savoir si l'assuré social doit ou pas bénéficier d'une exonération de ticket modérateur. Il y a 140 possibilités. Et donc, on imagine bien qu'un médecin qui a un patient en face de lui n'a pas forcément le temps, à l'occasion d'une consultation, de balayer la réglementation et les 140 hypothèses pour s'assurer ou non du bénéfice du ticket modérateur au profit de son patient. Et ceci étant, une des pistes que nous esquissons aussi, c'est de renforcer la médicalisation de ces transports, de veiller à ce que la prise en charge de ces transports soit le plus souvent médicalement justifiée et de renforcer la régulation à l'égard de l'ensemble des transports concernés, y compris des taxis, dont vous l'avez noté dans le rapport, la part de marché, entre guillemets, a très fortement augmenté au cours des années récentes. Alors, quelques initiatives très récentes de ces derniers mois marquent une première inflexion, mais il faut évidemment aller plus loin. Sur les IJ, la mesure que vous évoquez, Madame de Roche, le congé de longue maladie fractionné, alors on ne l'aurait pas proposé spontanément, parce qu'évidemment il s'agit de dépenses supplémentaires, néanmoins, elle s'inscrit parfaitement dans la logique qui est instillée dans ce chapitre, indiquée dans ce chapitre, qui est de dire, à l'égard des IJ de longue durée, qui constituent l'essentiel de la dépense d'ailleurs, hein, l'essentiel du problème financier se trouve là, nous suggérons plus d'accompagnement, plus de souplesse, plus de liens maintenus vers l'emploi, à chaque fois que c'est possible, ça ne l'est pas toujours, et donc la mesure que vous évoquez s'inscrit parfaitement dans cette démarche. À la souplesse que nous préconisons sur les IJ longues répond la fermeté que nous souhaitons aussi sur les IJ courtes, avec l'idée d'un jour de carence d'ordre public. Vous savez que le jour de carence a été mis en place, supprimé, remis en place dans la fonction publique. Il n'existe pas dans le secteur privé où, selon les caractéristiques de la protection complémentaire variables entre les différentes catégories socio-professionnelles et les différentes branches, il peut y avoir une prise en charge intégrale des jours de carence, mais ce n'est pas systématique. Nous proposons un jour de carence d'ordre public pour envoyer le signal d'une plus grande fermeté à l'égard de ces arrêts courts qui désorganisent pas mal les entreprises, les administrations aussi d'ailleurs. Pour ce qui est en réponse à, je crois, Madame Douaneau, me semble-t-il, sur les irrégularités dans les déclarations, nous n'avons pas spécifiquement les 350 millions qui ont été évoqués, nous n'avons pas spécifiquement creusé ce point. Néanmoins, nous pensons qu'il s'agit pour l'essentiel d'erreurs. Les systèmes d'allègement de charges ont été quand même très fortement modifiés à plusieurs reprises. Je dirais même qu'il n'y a pratiquement pas d'année sans qu'il y ait des modifications des caractéristiques, des paramètres de ces systèmes. Ils sont complexes et donc il y a des erreurs qui se produisent. On peut imaginer que si le système se stabilise compte tenu de la bascule opérée maintenant du CICE vers les allègements de charges, dans des conditions qui ont été rappelées, on peut imaginer qu'il y ait moins d'erreurs dans la liquidation et par conséquent que ce chiffre de 350 millions se dégonfle. Il importe néanmoins que la cause maintienne la pression sur les contrôles d'assiette qui permettent de s'assurer de la fiabilité des déclarations. Un mot peut-être sur les allègements de charges. Dans les 90 milliards de niches, il y a effectivement 52 milliards d'allègement de charges, donc c'est une grande partie de la masse. Ce montant a augmenté compte tenu de la bascule du CICE sur les allègements généraux. Ces dispositifs font l'objet non pas d'évaluation au sens canonique du terme, si je peux me permettre l'expression, mais en tout cas d'études économétriques. Et il y a au moins un constat qui se dégage clairement, qui est que l'effet sur l'emploi est maximum au voisinage du SMIC, voire un peu au-delà, entre 1 et 1,5 SMIC, et qu'il est moins important dans les tranches hautes de revenus, ce qui est assez logique, autour de 3 ou 3,5% du SMIC, comme c'est le cas pour une partie de ce dispositif aujourd'hui. Donc il y a là une interrogation, mais auprès du Premier ministre puisse, en tant que de besoin, évaluer davantage ces dispositifs. Merci beaucoup. Ça varie sur les retraites.
Nous avons effectivement été frappés du chiffre de 1 départ anticipé, pardonnez-moi Monsieur Savary, 1 départ anticipé sur 2, qui est le résultat de l'ensemble des dispositifs que nous avons étudiés, les 7 dispositifs, dont les principaux sont ceux que vous avez rappelés, en particulier carrière longue et catégorie active dans la fonction publique. Carrière longue, c'est un dispositif récent, 2003, qui a été mis en place au moment où l'âge de la retraite, c'est la réforme de 2003, a été relevé. Ce que l'on observe, compte tenu des souplesses qui ont été accordées à l'ensemble de ces dispositifs au fil du temps, c'est qu'aujourd'hui, l'âge moyen de départ en retraite dans notre pays s'accroît très lentement. On a pris à peine une année en 10 ans, alors que l'âge théorique a été relevé de 60 à 62 ans. Alors, ce qui est aussi à noter, c'est que ce chiffre de 1 sur 2, qui est plus important qu'il y a 5 ans, c'était 1 sur 3, a vocation, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le dispositif carrière longue, à baisser à nouveau dans les prochaines années, à condition évidemment que ce dispositif reste stable dans ses paramètres actuels. Et enfin, dernière observation, nous avons, à une demande de l'Assemblée nationale, travaillé au premier semestre de cette année sur les régimes spéciaux de retraite. Et donc le constat, à la fois issu du rapport sur les régimes spéciaux de retraite et de ce chapitre sur les départs anticipés, est celui d'une situation de départ, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, qui est très hétérogène. Donc c'est évidemment une difficulté, une complexité, quand on amorce une réforme qui vise à une plus grande égalité, peut-être une plus grande équité, une plus grande simplicité, simplification des droits. On part d'une situation qui est très hétérogène. Je voudrais rappeler que l'âge moyen de départ en retraite, c'est 55 ans, fait référence à certains régimes spéciaux à la RATP, 56 ans à la SNCF, 63 ans à l'inverse pour les salariés du régime général. Il y a là un écart qui est tout à fait important. Et voilà pour cette audition de Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes sur le budget de la sécurité sociale. Il a constaté le dérapage budgétaire du gouvernement à cause des mesures prises après le mouvement des Gilets jaunes. Pour rétablir les comptes de la Sécu, il propose de mettre fin à certaines niches fiscales qui représentent au total 90 milliards d'euros. Les sénateurs, eux, estiment que le gouvernement a, je cite, fait les poches de la sécurité sociale. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.